Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi et pour nous de façon générale à la DPH de pouvoir présenter cet atlas historique de Besançon. On tenait à excuser ma collègue Marie-Laure Bassy qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On était hier à Reims à l'ANACT, donc on enchaîne et on est vraiment très très heureux encore une fois de pouvoir dialoguer avec nos collègues, notamment des collectivités territoriales, mais tous les autres aussi. Hein. Très ravi. Donc je vais m'atteler à cette tâche de décrire un petit peu ce qu'est l'ouvrage de l'Atlas historique de Besançon. Il y aura un petit peu moins de science que pour les précédentes communications, vous m'en excuserez. Mais je pense qu'il était important aussi de parler du processus éditorial, de ce qui a été important pour nous pour la constitution de cet ouvrage, et aussi de parfois quelques déboires voilà, qui peuvent arriver lors de l'édification de ce genre de monuments. Donc l'Atlas historique, c'est une volonté en fait qui est née après la restructuration du service municipal d'archéologie préventive de la ville de Besançon, qui a été inscrit dans la direction patrimoine historique comme un service d'archéologie préventive qui l'a quelque peu polarisé, mais qui constitue aussi cette direction de la maison Victor Hugo, des maisons des illustres à Besançon, et également du service de ville d'art et d'histoire en l'occurrence, qui s'occupe de la médiation à Besançon. Donc le projet en fait est né comme un projet de service en 2017 et a eu l'opportunité, la chance d'avoir des financements de la ville de Besançon dans un premier temps, par la valorisation de nos salaires, mais surtout de la DRAC, qu'on ne remerciera jamais assez pour nous avoir soutenus, tant moralement que financièrement. Donc pourquoi avoir débuté ce travail qui semblait initialement être assez titanesque ? Notre objectif, c'était de développer évidemment une meilleure connaissance de l'évolution de la ville. C'est ce qu'on a appelé la morphogénèse urbaine ou la fabrique de la ville. Il était intéressant, de par nos nouvelles acquisitions de données en archéologie, notamment grâce à l'archéologie préventive, de pouvoir compiler toutes ces données et d'obtenir une cartographie historique et archéologique la plus précise possible, actualisée évidemment et actualisable, donc en utilisant nos ressources numériques, notamment des bases de données interopérables, voilà, et de recenser la documentation sur la ville de façon la plus homogène et égale possible. Donc il ne s'agit pas d'un atlas purement archéologique, mais d'un atlas véritablement diachronique et historique, d'où son nom. Il s'agissait également de développer avec le service Ville d'art et d'histoire des dispositifs qu'on a voulu être novateurs, destinés à la valorisation et à la médiation du patrimoine, comme des visites numériques, des applicatifs sur des sites spécifiques comme à la Tour Viotte, ou aider un petit peu à la valorisation, notamment dans les SIAP, etc. Aussi, il fallait que ce projet soit fédérateur et nous inscrive à l'intérieur de notre collectivité en développant par exemple une offre de services SIG et numérique pour l'ensemble des directions de la ville et de la métropole, puisque il y a quelques années maintenant, on a eu l'opportunité de devenir SCAP et non plus SMAP pour devenir service commun d'archéologie préventive. Mais également à vocation d'être un outil décisionnel, notamment pour les collègues des services de l'État. Donc du coup, une aide à la décision pour les acteurs de l'aménagement. J'ai parlé des collègues de l'État, mais également des collègues de l'urbanisme, de la planification, de l'architecture, etc., etc. Et enfin, l'un des objectifs qui était très important pour nous, c'était de proposer un ouvrage qui recouvrait un maximum d'informations sur la ville et sur son histoire urbaine, qui serait à la fois utile aux chercheurs que nous sommes, aux étudiants, qui seront nos futurs collègues, mais également accessible au grand public. C'est pour ça que son prix, notamment, est plutôt engagé. Et donc, on a voulu vraiment que chacun puisse s'approprier ses connaissances et cet ouvrage. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'objectifs. C'est des objectifs qui sont un petit peu sérieux. On s'est mis en quête, enfin pas moi parce que je suis arrivé en 2017 seulement, mais mes collègues se sont mis en quête d'un choix d'éditeur, un choix éditorial, et ce choix s'est porté sur les éditions Ozonius qui sont basées à Bordeaux avec la collection des atlas historiques des villes de France. Donc Besançon est le 55e volume des atlas. Il s'agit d'une longue historiographie issue de volontés extrêmement prégnantes d'après-guerre d'étudier les villes. En 2009, en revanche, il y a eu un renouveau de la collection
par Sandrine Lavaux et Ézéchiel Jeancouret, qui sont aujourd'hui les directeurs de la collection et qui nous ont encore une fois particulièrement aidés et soutenus pour l'élaboration de ce projet, et qui ont refondé un petit peu cette collection avec la ville de Bordeaux, qui était en l'occurrence l'un des sujets portés par Ézéchiel Jeancouret pour sa thèse. Mais il y a d'autres villes, Agen par exemple, Périgueux, Bayonne, notamment Bayonne intéressante pour ses fortifications de Vauban, qui ont fait l'objet d'une synthèse au sein de la collection. Donc c'était très intéressant pour nous, mais très centré, comme on en a parlé également pendant les pauses, sur le sud-ouest. Finalement, Besançon a pris le parti de faire partie de cette collection, alors qu'elle était assez excentrée de ses études plutôt basées sur le sud-ouest. Donc ce projet a débuté, je vous en ai déjà parlé, à partir de 2017. Il s'agissait d'établir un plan de bataille, de constituer une équipe. C'est un projet qui a réuni pas moins de 25 collaborateurs, que ce soit des auteurs ou des personnes qui sont venues en appui ponctuellement à l'occasion de contrats, pour la vectorisation des données notamment, j'y reviendrai. Il s'agit également de débuter la cartographie, sur laquelle je m'étendrai un petit peu plus parce que c'est spécialement ma partie, avec le géoréférencement, la vectorisation des données cadastrales, et notamment du cadastre napoléonien. Ensuite, on a eu pas mal de travail sur la rédaction des notices du volume Sites et Monuments, que je décrirai un petit peu plus tard, qui a été vraiment longue, voire parfois difficile, mais qui était néanmoins nécessaire. Et en plus, évidemment, chacun a pu le supporter à sa manière. On a dû subir le Covid, donc ça a mis un petit peu un frein à toute cette programmation. Mais finalement, on s'en est sorti avec la finalisation des notices et des synthèses historiques, dont certains auteurs sont ici parmi nous, je les remercie encore une fois. On a eu également des détails administratifs à réaliser avec les demandes de reproduction, qui sont extrêmement chronophages, la réception des ultimes synthèses et finalement l'édification du plan général sur la base des connaissances rassemblées. En 2023 et jusqu'à cette année, c'est engagé le processus éditorial et finalement on a pu lancer l'ouvrage lors d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée il y a quelques semaines à peine. Donc l'Atlas, pour résumer, c'est plus de 25 000 données vectorielles, 270 plans, anciens ou pas d'ailleurs, compilés et retravaillés pour quelques-uns, 134 notices de sites et monuments rédigés, et comme je l'ai dit, un gros travail d'équipe extrêmement nécessaire et extrêmement enrichissant. Voici l'ouvrage, j'arrêtais pas d'en parler, mais je vous le présente enfin. Besançon, dans un coffret de 4,5 kg de connaissances et de plaisir scientifique. Donc il se décompose en 3 volumes. Le volume 2, ça va être le volume de notices générales qui fait la synthèse historique de la ville. Ensuite, le volume de sites et monuments, à proprement parler de l'Atlas, qui est composé d'un certain nombre de sites archéologiques, mais également patrimoniaux, parfois même encore en élévation, et qui tend à retracer l'évolution de la ville et notamment la fabrique urbaine. Le premier volume, le plus central, et c'est une exigence des éditions, c'est la cartographie, c'est la carte. Une carte imposante qu'on a dû, pour des raisons éditoriales, réduire et dupliquer. Mais finalement, c'est cette carte qui va être l'entrée vers la lecture des 2 autres volumes, par notamment un système de petites coordonnées qui permet d'accéder rapidement au site. Imaginons qu'on veuille, par exemple, étudier la cathédrale Saint-Jean ou tout autre site et monument de Besançon. On regarde la carte, on a des coordonnées et on se réfère directement à la fiche synthétique qui elle-même en réfère à une notice générale. Donc voilà, c'était plutôt intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on a choisi cette collection. Donc rapidement, je présente le sommaire de la notice générale avec un certain nombre de 9 chapitres au total, tous qui ne sont pas tout à fait historiques. Encore une fois, il y a des auteurs parmi nous ici. C'est un gros travail collaboratif qui a été extrêmement riche, qui a débuté, on en a quelques-uns qui ont pu rendre leur synthèse très rapidement dès 2019, je crois. Donc voilà, il y a une émulation qui a perduré assez longtemps au sein de l'équipe.
Et finalement, voilà, on va avoir une synthèse sur la ville gauloise par M. Philippe Barral, sur le Haut-Empire avec Pierre Nouvel, le Moyen-Âge avec quelques éléments de notre service, et un accompagnement autour du quartier capitulaire avec Morana Tchassevitch-Bully. Thomas Flum nous a aidés pour la période du Moyen-Âge. Charlotte Leblanc, accompagnée d'Amélie Berger sur les fortifications, nous ont permis d'avoir une synthèse sur l'époque moderne, ce qui a été extrêmement difficile. Enfin, difficile. Il n'y avait pas beaucoup de spécialistes prêts à porter ce sujet massif. C'est vraiment une énorme part de l'histoire byzantine. Et enfin, une très belle synthèse de M. Domas entre la Révolution et jusqu'à nos jours, en tout cas la date du plan et un peu après, qui fait office voilà, de synthèse et qui est un propos prospectif pour conclure l'ouvrage. Donc les chapitres introductifs, je passe très rapidement, vous aurez l'occasion si vous le souhaitez, de feuilleter l'ouvrage. On a une introduction sur le cadastre napoléonien, sur la ville au milieu du XIXe siècle que j'ai porté, et également sur la morphogénèse, avec cet exemple ici, la morphogéologie de la ville de Besançon. Et chaque chapitre, ici c'est l'exemple du début de chapitre de Charlotte Leblanc sur le début de la période moderne. Voilà, c'est tout à fait classique. Mais chacun de ces chapitres se termine par une carte de synthèse par période qui va mentionner, ici c'est l'exemple de la ville médiévale byzantine, qui va mentionner l'étendue de la flaque urbaine telle qu'on la suppose, et également tous les sites qui composent les sites publics retenus pour les fiches synthétiques des sites et monuments, qui composent ces sites, la ville à une époque donnée. Concernant ces fameux sites et monuments, on a eu l'occasion de recruter de faire travailler un certain nombre de collègues. Je passerai également assez rapidement. On les remercie tous énormément. Ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour nous fournir un travail de qualité et homogène en écriture. Donc ça, c'était une exigence de notre part, mais ça a été vraiment un effort fourni par tous nos auteurs. Avec donc à la fin ces 134 notices qui en réfèrent à l'évolution de la ville urbaine, l'évolution urbaine de la ville. Un exemple ici avec la Vicomté de Besançon, écrite par Madame Valérie Escusy, où on a laissé la place à beaucoup d'iconographie et où on peut observer un tableau récapitulatif qui mentionne la typologie de chaque site ou monument, qu'il soit politique, ici en l'occurrence un lieu de justice, ou peu importe quel type de bâtiment, une localisation dont j'ai déjà parlé avec des coordonnées qui en réfèrent au plan, une adresse à la date du plan historique de 1834 et une chronologie la plus objective possible. L'intérêt majeur de ces recherches, qui ont pris, vous l'avez constaté, pas mal de temps, c'était que systématiquement, on retournait aux sources. Notre première entrée, c'était les ouvrages très importants et synthétiques de Fietier et puis de Follen, qui sont des masses vraiment très importantes historiographiquement, mais à chaque fois, systématiquement, on essayait de retourner aux sources historiques et de les réactualiser, de les réinterroger pour générer à terme des bibliographies les plus à jour possibles. J'en viens à ma partie préférée, le plan historique avec la constitution de son ouvrage papier. Donc là, je vous le présente. Il s'agit d'une première carte, ou un 5/1000e, ce qui est l'échelle retenue par la Commission internationale sur l'histoire des villes, et donc qui a été appliquée au niveau de l'éditeur Ozonius. Il s'agit d'une carte d'1 mètre par 1 mètre, ce qui peut paraître un peu large, mais lorsqu'elle est bien pliée, bien dépliée, elle est extrêmement agréable à utiliser. Le gros sujet pour cette carte ou un 5/1000e, c'était de pouvoir replacer la ville, le phénomène urbain, à l'intérieur de son contexte, ce qui était un réflexe pour les archéologues et les historiens assez naturel, et de pouvoir en référer à cette topographie, en tout cas ici pour Besançon, extrêmement prégnante. J'imagine que beaucoup connaissent Besançon, avec la boucle qui est vraiment un phénomène géologique spécifique dans lequel s'insère la ville, les quartiers périphériques, notamment le principal qui est Battant, et cette contrainte géologique et topographique des collines qui environnent ce double ensemble. Évidemment, sans parler du Doubs qui conditionne et qui chapeaute toute la structuration de la ville. Donc il s'agissait initialement de traiter plus de 6500 hectares, notamment par le cadastre. C'est ce fond de plan qui démontre la topographie.
Et ce cadastre, il a fallu trouver l'ensemble des planches qui le constituent, donc toutes les feuilles cadastrales, les 92 feuilles cadastrales datées aux environs de 1834, les géoréférencer et essayer, c'est un petit peu ce qu'on a voulu, on a voulu innover à Besançon concernant la qualité des données. On a enregistré l'ensemble des erreurs quadratiques moyennes, c'est-à-dire de la précision globale de notre géoréférencement, pour pouvoir, et vous le verrez un peu plus tard, juger de la pertinence et de la qualité de ce travail de fond portant sur notre fond de plan. Donc un gros travail qui a été également réalisé par Florent Mouot, qui est co-auteur donc, du fond de plan et qui a été vraiment une sorte d'entité cartographique, voilà, quelqu'un d'extrêmement précieux, méthodique, qui a fait un travail de vectorisation phénoménal, une sorte de robot cartographique. Voilà, si un jour vous travaillez avec lui, faites-lui confiance, c'était vraiment très très impressionnant. Une fois qu'on a eu l'opportunité et la chance de terminer ce géoréférencement, une quinzaine de points de géoréférencement par folio, donc vous imaginez le nombre de points de calage qu'il a fallu éditer et vérifier, il a fallu se pencher sur la vectorisation. Donc là, on n'a pas inventé la roue, hein, c'est basé sur des ouvrages, notamment de Madame Noiset ou autres spécialistes. Le protocole également de Ézéchiel Jean Couret, qui portait spécifiquement sur Bordeaux. Et on s'est attelé à vectoriser ces quelques 20 000 parcelles pour ensuite inscrire un certain nombre de métadonnées issues des états de section du cadastre pour, encore une fois, essayer d'interroger nos données. Et petite chose intéressante à Besançon, lorsque le cadastre est construit, c'est pour faire office de référence fiscale. Donc du coup, quand on mesure des parcelles, on cherche à imposer ces parcelles. Donc voilà, c'est une réforme napoléonienne, mais qui était déjà dans les tuyaux à partir de la Révolution, une forme d'égalité face à l'impôt pour tous les citoyens. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à Battant, lorsqu'on mesure par le calcul les surfaces dessinées, elles sont toujours légèrement plus petites que les surfaces plus grandes, que les surfaces qui sont décrites dans le cadastre et dans les états de section, comme si finalement les petites parcelles étaient sous-évaluées au profit des grandes, enfin contre l'imposition des grandes qui étaient un peu plus fiscalement défavorisées. Donc ça, c'est un petit élément intéressant, à moins qu'il ne s'agisse que de problèmes techniques. En tout cas, c'était très intéressant de le constater ici statistiquement. Notre fond de plan ainsi constitué, basé sur le cadastre de 1834, il a fallu commencer à travailler sur le plan historique proprement dit. On est reparti sur du géoréférencement de masse, notamment concernant les fortifications. Ici, ça apparaît fort peu, mais on a eu l'occasion avec Amélie Berger de travailler un certain nombre de plans de façon les plus diachroniques, de les corriger en fonction des vues également portant sur Besançon, qui sont parfois très anciennes. Et il s'agissait ici de quasiment, je crois, 270 plans portant sur l'ensemble des sites et monuments. Encore une fois, ce travail a été vraiment capital. Il y avait quelques zones, il y a toujours, et c'est normal, des zones d'ombre sur l'emplacement de certains sites, parmi les plus importants, et je pense notamment à l'église Saint-Étienne qui se pose sur le front Saint-Étienne de la citadelle, qui était fort mal positionnée, et une étude portant sur la citadelle a permis de replacer cette église de la façon la plus précise possible. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire et qui a porté ses fruits sur pas mal de sites. C'était également le cas, par exemple, pour l'amphithéâtre, où une ortho-IGN nous a permis de replacer très précisément des éléments aujourd'hui impossibles à topographier, parce que voilà, il y avait une fouille ancienne à cette époque qui avait eu la chance d'être captée par les orthophotos, notamment militaires, aujourd'hui disponibles dans l'IGN Remonter le temps. Donc on a utilisé et fait feu de tout bois pour replacer les sites et monuments byzantins. Donc ça produit une deuxième carte également, une carte ou un 2500e, également quasiment d'1 mètre par 1 mètre, et qui, celle-ci, est un peu plus intéressante pour vous montrer la sémiologie spécifique de l'édition des atlas historiques des villes de France. Initialement, on prévoyait, comme d'autres ouvrages, un unique plan qui devait pouvoir regrouper ces deux échelles et donc ces deux usages, observer la ville et observer sa topographie, mais des déboires concernant l'impression du plan et son pliage notamment, donc c'est des choses
sur lesquels on a vraiment buté et qui ont été très rédhibitoires, ce pliage nous a contraints à trouver cette solution qui, je pense, ne perturbera pas le lecteur et qui offre 2 plans au lieu d'un seul, donc c'est plutôt sympathique. La sémiologie a été réalisée selon les critères de représentation de la collection, avec 2 fonctions: comprendre le fond de plan cadastral et illustrer l'évolution urbaine de la ville par l'utilisation de couleurs liées aux périodes. Par exemple, le rose pourpre, ça sera plutôt antique, le rouge médiéval, orange moderne, et enfin les parties contemporaines en vert. Enfin, et je termine dessus, un système de représentation sémiologique permet de mieux comprendre si un site ou un monument était encore visible à la date du plan, c'est-à-dire 1834 environ, si son plan est hypothétique, vraisemblable ou encore incertain. Il s'agit donc de représenter, de créer une représentation qui se veut la plus honnête possible, précautionneuse en termes de postérité scientifique, tout en permettant la représentation d'hypothèses de travail en fonction de l'état de l'art à la date de l'édition de l'Atlas. Fort de cet outil, on a eu l'opportunité de produire, évidemment, j'en ai déjà parlé, toutes les cartes de fin de chapitre qui illustrent chacune des périodes, mais également de générer des analyses spatiales sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que sinon je serais bien trop long. L'analyse qualitative portant sur le cadastre, déjà, ça c'était extrêmement important pour moi, et qui montre que les géomètres du milieu du 19e étaient extrêmement précis. Et malgré quelques petits déboires, on en voit quelques-uns qui sont un peu rouges avec une fiabilité extrêmement faible, mais là, 95% des parcelles sont d'excellentes factures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut juger en fonction des états de section et des sections de la fiabilité de tout un ensemble de parcelles. On a eu l'opportunité de découvrir, et ça c'est assez exceptionnel à ma connaissance, un cadastre antérieur à celui de 1834, qui est vraiment l'officiel et celui qui est le mieux connu, qui n'a pas été entièrement conservé probablement, qui est daté au plus tard de 1824, mais sans doute élaboré dès l'ordonnance du roi à partir, je crois, de 1793, et qui mentionne des parcelles qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement représentative du paysage, mais qui est extrêmement peu fiable géométriquement parlant. Donc du coup, on n'a pas pu l'utiliser pour dessiner des parcelles, ce n'était pas l'objectif par ailleurs, mais par contre, il nous a permis de comprendre l'évolution sur minimum une dizaine d'années de nos parcelles et l'évolution du paysage à certains endroits du paysage byzantin. Par exemple, l'élaboration de chemins qui n'existaient pas auparavant, autour de Brégy notamment, et qui sont le résultat de la mutation des héritages, alors que le cadastre napoléonien va devenir un document fiscal de référence jusqu'à sa rénovation au XXe siècle. Et voilà, les parcelles bougeront fiscalement parlant, mais pas cartographiquement. Donc c'est vraiment un élément qui nous permet de mesurer l'évolution de ce fossile du paysage qui est le plus ancien, le plus précis possible à utiliser, en l'occurrence pour des projets comme l'Atlas. Je passe très vite sur les autres analyses, notamment l'orientation des parcelles, et qui montre l'évolution urbaine intrinsèque à la boucle, en tout cas, qu'on a essayé de remettre un petit peu en cause, cette méthodologie, issue notamment de l'étude de M. Choucard de 94 de mémoire, en essayant de trouver, on en parlait également pendant les pauses, qu'est-ce qui conditionne l'orientation des parcelles? Est-ce que c'est la topographie qui la conditionne? Sans doute, mais dans quelle mesure? Voilà, il y a une petite étude qui est proposée ici et qui remet un petit peu en perspective. Ouais, j'arrête dans une minute. Qui remet un petit peu en perspective quel est l'œuf, quelle est la poule par rapport à l'évolution de ces parcelles et de ce qu'on en comprend dans l'évolution de la ville, notamment à partir entre l'Antiquité et la période moderne. Et c'est d'ailleurs l'ensemble de ces réflexions qui nous ont permis de faire une sorte de remise en cause historiographique, quasiment épistémologique, notamment sur le castrum qu'évoquait Claudine, dont on pensait qu'il était, dont on pense hypothétiquement toujours qu'il était autour du quartier capitulaire. Or, en nous replongeant dans toutes les archives, même les plus anciennes, même celles de Castan ou autres, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses, notamment concernant les terrassements de cette zone, qui nous semblaient étonnantes. Et en recroisant un certain nombre de données, on a pu se permettre de nouvelles hypothèses, notamment sur l'emplacement du castrum de l'Antiquité tardive, hypothèses qui sont également publiées par mes collègues Marie-Laure et Adrien dans quelques articles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, en espérant que l'Atlas fasse des émules dans l'Est ou
bah, voilà, dans la zone. Merci beaucoup. Alors, donc, effectivement, l'Atlas est dans mon bureau, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, bon, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans cette abondante et foisonnante documentation. On en a profité d'ailleurs pour mettre à jour cette collection en fait dans notre bibliothèque, et c'est effectivement une piste dans le futur, en fait, un futur projet qui serait assez appétant pour moi en fait d'essayer de mener à bien en tout cas. Enfin, en tout cas, mais merci pour cette présentation. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions en fait, des précisions à demander. Oui, Thomas, tu as parlé que vous aviez fait feu de tout bois, tu as dit, et en parlant de bois et de liège, vous avez exploité de quelle façon vous avez pu exploiter le plan relief bah, c'est une excellente question. Alors, bravo pour... c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était dans mes petites notes, mais le plan relief Enfin, nous, à Besançon, on a la copie du plan relief daté de 1722. Bah, en fait, un jour, je l'ai numérisé en photogrammétrie. Donc, du coup, ça a été long, ça a été... dangereux parce que c'était compliqué d'y accéder. J'ai marché dessus. Enfin, je ne devrais pas le dire en fait. Mais franchement, il a fallu vraiment travailler avec les équipes du Musée du Temps pour faire cette numérisation de la façon la plus précautionneuse possible. C'était assez complexe. En plus, on avait des problématiques liées à la lumière. Bon, je fais vite, mais globalement, on a fait une ortho. On l'a repositionné sur le SIGE avec, donc là, je crois que j'ai utilisé le satellitaire, qui reste le plus fiable à ma connaissance, parce qu'il date de 2019, puis c'est une orthophoto isométrique, donc du coup elle est vraiment aplanie. Et donc du coup on a pu en redessiner une petite partie, les contours notamment de certaines fortifications. En revanche, il faut revenir à la fonction première du plan historique, du plan relief, pardon. C'est une représentation stratégique de la ville. Donc elle est hyper fiable, elle est vraiment extrêmement intéressante, et on l'utilise tous les jours pour faire nos PSI avec Claudine par exemple, tous les jours. En revanche, géométriquement parlant, c'est une représentation. C'est à rapprocher des vues anciennes, comme celle de Pierre d'Argent par exemple, plutôt que d'un plan type cadastre napoléonien. Donc elle est hyper utile, mais malheureusement pas fiable cartographiquement. Et ouais, parce que je connais pas ce document. Il mesure quelle dimension? En fait, tu disais que c'était très grand. En fait, c'est 2 par 4, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais c'est très grand. Ça occupe une pièce du Musée du Temps à Besançon. Ouais. Oui, une autre question, oui. Attendez, voilà. Monsieur, c'est une excellente question. On en parlait justement avec Pierre à la pause. Et avec Marc Talon aussi. Le papier, c'est une façon de... C'est un risque, hein, mais c'est une façon de figer nos connaissances. On pose des connaissances, on pose, je dirais, épistémologiquement parlant, des connaissances. Ici, nous, on veut être précautionneux. On a parlé beaucoup d'hypothèses de travail pour éviter de recréer des fausses réalités archéologiques ou patrimoniales. Mais l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire un socle de connaissances à livrer à tout un chacun, pour une population la plus large possible, du chercheur jusqu'à l'étudiant ou juste à la personne passionnée ou intéressée par son patrimoine. En revanche, il y a des sous-produits, entre guillemets, sous-produits de l'Atlas qui vont arriver, qui arrivent déjà, en fait, on travaille dessus, notamment une édition numérique qui se voudrait un petit peu plus, interactive avec le public, notamment le public jeune, entre guillemets, mais à mon avis, ça va intéresser pas mal de personnes, sous forme d'une carte historique, un web mapping, enfin un web SIGE. Mais là, encore une fois, ça pose des questions. Quid de la pérennité de cette chose? Si on abonde, si on génère des métadonnées et des données à foison à un moment donné, si tout s'arrête du lendemain parce que quelqu'un a une promotion ou part en retraite, voilà, ces projets s'arrêtent aussi. Et donc, du coup, il n'y a plus de réintégration de nouvelles données. On réinterroge plus ces données, on fiche tout. Des hypothèses peuvent devenir des réalités. Et là, c'est dangereux, presque dangereux scientifiquement. Donc, du coup, notre objectif pour l'instant à Besançon, en tout cas, c'est de créer un premier produit numérique qui prend en compte toutes ces notions et qui, surtout, qui serait simple d'utilisation, notamment pour des personnes qui viendraient après nous. Alors c'est vraiment un défi, hein, parce que ce n'est pas l'objectif des produits, par exemple, Esri, qu'on pourrait utiliser
assez facilement. Mais on est en train de travailler là-dessus, notamment avec des vrais ingénieurs SIG, parce qu'on a la chance à Besançon Métropole d'avoir des collègues qui sont des géomaticiens, des vrais, qui font de la data pure, qui tapent dans le dur, entre guillemets, et qui nous préviennent de ce genre de problème. Donc voilà, pour faire court, on est en train de passer au numérique, mais par contre, il était fondamental pour nous de produire un ouvrage papier qui puisse être utilisable et qui puisse être conservé également dans le temps.